Vous êtes attentif à l'école, vous étudiez dur, vous faites un bon travail ou vous êtes assidu tout au long de votre carrière afin de pouvoir un jour vous détendre et profiter d'une belle et agréable retraite. C'est en tout cas l'histoire. Mais elle n'est pas toujours conforme à la réalité. Il existe d'innombrables histoires de personnes ayant un bon emploi et un système d'épargne diligent, qui doivent encore travailler jusqu'au crépuscule de leur vie. Sans parler des personnes qui n'ont malheureusement jamais eu le privilège de faire des études supérieures ou d'avoir une carrière stable. Des rapports récents ont révélé que moins de 30% des travailleurs américains sont sur la bonne voie pour prendre leur retraite, et qu'ils sont encore moins nombreux à penser qu'ils auront une retraite confortable, et ils pourraient avoir raison. Je sais que vous ne voulez pas entendre cela. Mais il y a quelques grands acteurs dans le monde d'aujourd'hui qui agissent pour que la plupart des jeunes générations restent indéfiniment sur le marché du travail. Et ce, avant même de prendre en compte le fait que la pandémie de Covid-19 a été un événement mondial qui a contribué à creuser le fossé entre les jeunes générations, qui ont moins d'actifs et des emplois plus précaires, et les générations plus âgées, qui ont tendance à être plus sûres. Vous pensez peut-être que vous êtes différent, que vous cotisez à votre 401k, que vous avez appris avec diligence comment fonctionne l'argent et que vous investissez même régulièrement dans le marché boursier. C'est très bien, mais j'ai peut-être encore de mauvaises nouvelles pour vous. De nombreux facteurs entrent en jeu, le logement, le marché boursier et une série de conditions économiques plus générales qui pourraient menacer les hypothèses générales que nous faisons au sujet de la croissance indéfinie. Il est donc temps d'apprendre comment fonctionne l'argent afin de comprendre pourquoi nous devrons tous travailler jusqu'à l'âge de 120 ans. Le premier coupable évident est donc le logement. Se payer un logement est devenu un défi majeur pour la plupart des travailleurs aux États-Unis. Je sais que ce problème n'est pas nouveau. Mais il y a encore quelques facteurs très importants que les gens ne prennent pas en compte. Même les personnes à très haut revenu, diplômées des meilleures universités et travaillant dans des domaines tels que la banque d'investissement ou les grandes entreprises technologiques, ont tendance à s'installer dans des régions où le coût de la vie est également élevé, comme New York, Chicago ou San Francisco. Pew Research a récemment indiqué qu'une majorité de jeunes adultes âgés de 18 à 30 ans vivent désormais chez leurs parents. L'âge médian d'un premier acheteur de maison en 2019 était de 34 ans. Et les experts s'accordent à dire qu'il est presque inévitable que la pandémie fasse encore grimper ce chiffre. Les jeunes acheteurs ont tendance à acquérir des logements plus petits, tels que des appartements et des maisons de ville, plutôt que des maisons familiales traditionnelles indépendantes, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Il s'agit là d'un véritable problème, car la plupart des personnes financièrement stables vous diront que leur maison est leur bien le plus précieux. Cela ne signifie pas seulement que c'est l'actif qu'ils possèdent et qui vaut le plus d'argent, mais aussi qu'ils sont propriétaires d'une maison, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de frais de location. Et même si vous payez un prêt hypothécaire, ces versements vous permettront, au moins en partie, de constituer un capital dans la maison elle-même. De plus, une fois le prêt hypothécaire remboursé, vous disposez d'un endroit où vivre avec très peu de frais permanents. Le fait de revenir avec un logement signifie qu'une épargne retraite ou une pension, même modeste, peut être très utile par rapport à quelqu'un qui devra étirer ses paiements pour couvrir le loyer. Si un propriétaire est à court d'argent à la retraite, il peut se contenter de réduire la taille de la maison familiale, un luxe impossible pour quelqu'un qui n'a pas remboursé sa maison ou qui n'en possède pas du tout. Soyons généreux et prenons l'âge médian de 34 ans pour l'achat d'une première maison. Et soudain, même dans l'hypothèse la plus généreuse, un jeune travailleur ordinaire se retrouve au milieu de la soixantaine en train de rembourser un prêt immobilier. Et cela en supposant que cette personne n'améliore jamais sa maison, ne la rénove pas et ne fasse rien pour augmenter son hypothèque par rapport à celle qu'elle a contractée à l'origine sur 30 ans. Ils sont particulièrement morbides parmi ceux qui pourraient penser que les baby-boomers doivent mourir et nous laisser nos maisons un jour ou l'autre. C'est vrai. Aussi désagréable que cela puisse être, c'est une réalité. Le problème, c'est que cela ne fera probablement qu'exacerber le problème. Les héritages qui pourraient réellement financer une retraite ont tendance à aller à des personnes qui sont déjà assez âgées et riches elles-mêmes. Encore une fois, la question du logement inabordable est un débat aussi vieux que le capitalisme moderne.
Mais peut-être que ce n'est pas un problème de toute façon. Peut-être n'êtes-vous pas encore inquiet parce que vous avez prévu de financer votre retraite même sans avoir de maison à vous. Bon, d'accord, mettons ces plans à l'épreuve. Le marché boursier est l'autre grand moyen de financement de la retraite. Même les pensions à revenus fixes dépendent en fin de compte de la croissance de ces marchés pour fournir un revenu à leurs membres à la retraite, mais cette hypothèse de rendement sans fin pourrait être menacée. Pour comprendre pourquoi, prenons un exemple simple. 10 bûcherons travaillent dans une scierie qui fabrique des charpentes pour des maisons résidentielles. Pour l'instant, les bûcherons n'utilisent que des outils manuels de base. Mais s'ils travaillent tous dur et que personne ne se relâche, ils atteindront leur quota. Un bûcheron particulièrement avisé prélève une partie de son salaire et l'utilise pour financer la recherche sur les outils motorisés. Cet argent a été bien dépensé. Kaspersky finit par inventer la scie à table. Il économise ensuite un peu plus d'argent pour acheter les matériaux nécessaires à la construction de 9 exemplaires de son nouvel engin. Il offre ensuite ces 9 scies à ses collègues qui utilisaient auparavant ces outils manuels. Cela augmente suffisamment leur productivité pour qu'ils puissent encore atteindre leur quota même si le premier bûcheron ne se présente pas du tout au travail. C'est ce qu'on appelle l'investissement en capital. C'est ainsi, du moins en théorie, que nous pouvons financer durablement les retraites des gens, que la même quantité de cadres est fabriquée, que les 9 autres bûcherons n'ont pas besoin de travailler plus longtemps et plus dur, et que le premier bûcheron a été dûment récompensé pour sa création par une belle retraite bien méritée. Bien sûr, il s'agit là d'un exemple très rudimentaire. Les entreprises lèvent des fonds par le biais d'une introduction en bourse ou d'une offre publique de vente et utilisent ensuite cet argent pour acheter des biens d'équipement qui permettront à leurs travailleurs de produire efficacement des biens et des services pour l'économie. Mais revenons à notre exemple simplifié à l'extrême. Des problèmes commencent à se poser lorsque plusieurs de ces bûcherons ont la même idée géniale. L'un d'eux peut investir dans un chariot élévateur à fourche pour permettre à 8 hommes seulement de faire le travail de 9. Un autre pourrait faire de même avec des pistolets à clous pour permettre aux 8 hommes restants de travailler avec seulement 7, et ainsi de suite. Mais chaque fois que cela se produit, il devient de plus en plus difficile de trouver la prochaine chose. Finalement, vous aurez besoin d'une chaîne de production presque entièrement automatisée et même dans ce cas, vous aurez probablement besoin d'au moins un travailleur pour superviser cette opération. Chaque personne que vous retirez de l'équation et que vous remplacez par un élément de capital devient de plus en plus coûteuse, surtout si on la compare à d'autres investissements alternatifs. Disons que le bûcheron numéro 5 devra investir des millions de dollars dans un bras robotisé pour pouvoir prendre sa retraite tout en veillant à ce que les quotas de la scierie soient respectés. Il pourrait simplement dire qu'à la place, il achètera une usine et demandera aux ouvriers de travailler 10 heures de plus par semaine pour le remplacer pendant qu'il prendra sa retraite. Ce type a l'air d'un connard. Mais réfléchissez un peu, combien d'heures par semaine travaillez-vous pour payer votre loyer ? Cet investissement dans des actifs non productifs, c'est-à-dire des actifs qui n'apportent pas de valeur ajoutée, constitue un obstacle majeur. L'exemple classique d'un actif non productif est l'or, les bitcoins, les cartes Pokémon et, bien sûr, l'immobilier. L'immobilier est étrange car, contrairement à ces autres actifs non productifs, il produit des revenus sans avoir besoin d'être vendu, et ce grâce au loyer. L'investissement dans l'immobilier a été un investissement particulièrement attractif pour beaucoup de gens, ce qui a 2 effets. D'une part, il augmente le prix de l'immobilier, ce qui aggrave le problème évoqué dans la première partie de cette vidéo, et d'autre part, il réduit les investissements dans les types d'actifs productifs qui permettent de financer durablement la retraite. Il existe également un autre problème, celui de la surinflation de tous les marchés d'actifs. Reprenons l'exemple original des scies à table. Il s'agit de machines qui découpent des morceaux de bois. Disons qu'elles découpent 20 pièces par jour. Remplaçons maintenant ces scies de table par des actions. Ce sont en fait des machines à gagner de l'argent sous forme de dividendes. Disons que chaque chaise rapporte 20 $ par jour. Dans les 2 exemples, le bûcheron n'aurait pas besoin de posséder 9 actions par jour pour financer sa retraite. 180 pièces de bois remplaceraient son travail à la scierie et 180 $ par jour remplaceraient son revenu. L'un ou l'autre fonctionne donc très bien. Contre toute attente, des problèmes se posent lorsque ces actifs deviennent plus chers. La plupart des gens pensent que l'augmentation du prix des actions est une bonne chose. Et c'est le cas pour ceux qui les possèdent déjà.
Imaginons que chaque paire se négocie à 10 000 $. Épargner 90 000 $ n'est pas une mince affaire pour un bûcheron qui gagne 180 $ par jour, mais c'est tout à fait possible au cours d'une carrière professionnelle. Imaginez maintenant que ces mêmes actions se négocient à 100 000 $, tout en continuant à verser le même dividende quotidien de 20 $. Si vous possédez déjà ces actions, vous vous sentirez bien, car votre valeur nette sur le papier s'est considérablement accrue. Mais notre bûcheron doit maintenant acheter pour 900 000 $ d'actions pour financer sa retraite, ce qui n'est tout simplement pas possible dans le cadre de sa carrière professionnelle. Cet exemple peut sembler tiré par les cheveux, mais ce n'est pas le cas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour s'en convaincre, il suffit d'examiner le ratio cours-bénéfice de l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises publiques américaines. Historiquement, il oscille autour du multiple de 15. Cela signifie qu'en moyenne, le prix de l'action représente 15 fois le revenu net de l'entreprise. Aujourd'hui, ce multiple avoisine les 50, ce qui constitue le deuxième niveau le plus élevé de l'histoire, juste derrière la fin de l'année 2008 qui, comme vous le savez tous, a été marquée par une prospérité économique généralisée. En clair, cela signifie que les gens vont devoir soit investir 3 fois plus pour financer leur retraite, soit compter sur le prochain plus grand idiot pour leur acheter leurs actions à la retraite pour 100 fois le multiple, 200 fois le multiple, 1000 fois le multiple, ce que d'ailleurs certains investisseurs font déjà pour certaines actions. Vous pourriez dire, oh, eh bien, voici nos scies à table à rendement fixe. Ces dividendes peuvent augmenter et augmenteront probablement à l'avenir, c'est presque garanti, mais il est encore peu probable que nous voyions un jour des ratios PE inférieurs à 20. Et ce, pour 2 raisons. Premièrement, si une entreprise commence à verser des dividendes régulièrement élevés par rapport à son prix de marché, les investisseurs l'achèteront, ce qui fera monter le prix, et l'entreprise ne sera plus une bonne affaire. La deuxième raison est un peu plus compliquée, mais elle préoccupe véritablement certains économistes de renom. Robert J. Gordon est un économiste américain qui a publié un article au National Bureau of Economic Research sur la croissance de l'économie américaine face aux 6 vents contraires. Il s'agit d'un document fantastique qui est étonnamment lisible, même pour les personnes ne disposant pas d'une solide formation économique. Mais l'ennui, c'est qu'il affirme que les 200 dernières années d'innovation et de croissance économique étaient plus une exception qu'une règle à laquelle nous devrions nous attendre indéfiniment dans l'avenir. Ce qu'il affirme essentiellement, c'est que cette génération est le 5e bûcheron. Toutes les innovations faciles qui améliorent radicalement la productivité ont déjà été réalisées. Et même les améliorations graduelles à partir de maintenant seront soit très coûteuses, soit simplement à la recherche d'une rente par nature, travaillant plus à déplacer la valeur de manière nouvelle et créative qu'à réellement travailler à en créer, si cette perspective plutôt sombre n'était pas déjà suffisante. Il s'agit de forces qui ralentiront la croissance des économies du monde entier pendant au moins les 100 prochaines années. Ces vents contraires sont les derniers du dividende démographique. Fondamentalement, l'économie a bénéficié d'un énorme coup de pouce lorsque les femmes ont commencé à entrer sur le marché du travail entre les années 1960 et 1990. Aujourd'hui, la plupart des femmes des pays développés mènent une carrière professionnelle similaire à celle de leurs homologues masculins. Nous ne pourrons plus jamais doubler la main-d'œuvre, à moins de faire travailler les gens de plus en plus tard dans leur vie. Le deuxième vent contraire est la baisse du niveau d'éducation, en particulier aux États-Unis. L'éducation devient plus chère, moins complète et de moins en moins adaptée aux exigences de la main-d'œuvre moderne. Un diplôme de 3 ans n'a tout simplement plus la même signification qu'il y a 50 ans, que ce soit pour un individu ou pour l'économie dans son ensemble. Le troisième vent contraire est l'augmentation des inégalités, un sujet délicat au meilleur moment, mais Gordon s'est montré étonnamment pragmatique dans son approche de cette question. Le document note que les revenus augmentent en moyenne d'environ 1,3% par an, mais que cette croissance est fortement concentrée sur les 1% les plus riches. Les 99% restants n'ont vu leurs revenus augmenter que d'environ 7,5% d'une année sur l'autre, ce qui n'est même pas suffisant pour suivre l'inflation. Cela signifie que si cette tendance se poursuit, il sera inévitable que des groupes de plus en plus importants de travailleurs n'auront tout simplement pas les moyens financiers d'épargner pour leur retraite. Toutefois, si vous faites partie des 1% les plus riches, vous pouvez dire non, 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 le titre de votre vidéo est erroné dans la section des commentaires ci-dessous.
Le cinquième vent contraire est celui de l'énergie et de l'environnement. La croissance du siècle dernier a été alimentée par les combustibles fossiles, une source d'énergie bon marché, facilement transportable et incroyablement efficace qui peut tout alimenter, de l'automobile à l'avion de ligne. Mais bien sûr, il s'agit d'une ressource limitée qui a un coût. Ce coût sera désormais payé par des générations de plus en plus jeunes, soit sous la forme de réglementations environnementales qui ralentissent la production industrielle, soit sous la forme d'un effondrement complet de l'environnement qui ralentira également la production. Le dernier vent contraire est l'endettement, qu'il s'agisse de l'endettement des ménages, de l'État ou des entreprises. Tout cela n'a cessé de croître au fil des ans. Elle doit être remboursée. En fin de compte, cela se traduira par la nécessité d'augmenter les revenus ou de réduire les dépenses. Pour le gouvernement, il est facile de produire plus de revenus, il suffit de taxer davantage. Mais pour les particuliers et les entreprises, la seule option possible est de dépenser moins si le budget est déjà serré, et ces contributions régulières à un compte de retraite pourraient être sacrifiées, d'après ce qui a été présenté comme une solution probable pour atténuer ce problème fiscal pour toutes les parties, et vous pourriez être en mesure de deviner ce que c'est. Vous pouvez deviner de quoi il s'agit. Repousser l'âge de la retraite. Maintenant, si tout cela est sombre pour vous, et que vous pensez toujours que vous allez gagner des millions du jour au lendemain, alors tant mieux pour vous. Je vais devoir travailler plus dur pour écraser vos esprits la prochaine fois, mais en attendant, vous devriez apprendre ce qu'il faut faire avec votre fortune du jour au lendemain en regardant notre vidéo sur ce qu'il faut faire si vous gagnez soudainement beaucoup d'argent. Bien sûr, la première étape sera toujours d'aimer et de s'abonner pour continuer à apprendre comment fonctionne l'argent. Vivre et non survivre. Soyons prospères.